c'est un peu la panique. Hein. Il y a un petit décalé de rame, c'est très joli. Qui pratique l'aviron là parmi vous? Personne. On est une grande équipe de débutants. On est tous des débutants. Moi non plus, j'ai jamais barré. Mais alors pourquoi vous faites ça? Nous, on fait ça tout simplement pour apprendre à ramer, du moins en synchro, tous ensemble, Ouais. pour pouvoir utiliser les dracars qu'on fabrique sur la Seine après. Donc vous, enfant de Rollon, Oui. vous fabriquez un dracar. Oui. Ces dracars étaient des bateaux extrêmement évolués pour l'époque, qui allaient très vite et très maniables, plus qu'un aviron. Cette vallée de la Seine est vraiment magnifique. Et de pouvoir l'exploiter peut-être à la rame ou à la voile rajoute encore plus de cachet et de charme. C'est toi, Ludovic, qui a créé cette association, les enfants de Rollon. Oui, tout à fait, en 2019. Avec quel objectif alors? L'objectif, c'est de faire rayonner un peu l'histoire viking. À Rouen, c'est une capitale viking. Et au final, il n'y a rien de viking de visible. Donc pour relancer un petit peu notre activité culturelle, rien de tel que de parler aussi de notre histoire, dont les vikings. La Normandie porte le nom viking, même dans son nom. Norseman, Normandie. Ok. Les hommes du Nord, voilà. D'accord. Homme du Nord, enfant de Rollon, pourquoi vous vous arrêtez? Ah, parce que... Voilà. Ça y est. Là, je suis partie pour voyager au fil de la Seine. Ouais. Depuis Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie, jusqu'à l'embouchure, au Havre. Ce que je veux faire, Ludovic, c'est que je vais venir te voir sur ton chantier. Je vais venir voir ce dracar en construction. Tu es la bienvenue, hein, Sabine. Avec un grand plaisir. Et en chemin, je compte bien découvrir ces incroyables paysages fabriqués par la Seine. Fleuve pas très long, hein, moins de 800 km, mais dont les boucles abritent des paysages extraordinaires, protégés d'ailleurs. Et puis rencontrer tous les gens qui ont choisi de vivre sur les bords de ce fleuve, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils en sont tombés amoureux. Et je pense que vous en faites partie. Toi, t'es du pays. Un petit peu, oui, Évidemment. je suis de Rouen, oui. Bah oui. Allez les gars, on y va. Go. De Conflans-Sainte-Honorine à l'estuaire de la Seine, C'est un emplacement tout à fait stratégique à plusieurs titres, pour des raisons de défense naturelle. C'est également un endroit très stratégique pour venir contrôler la Seine. Sabine Quindou découvre un monde à part. La Seine, je la trouve plus en santé que ce qu'on imagine. Il y a plus de choses insoupçonnées sous l'eau que ce qu'on peut penser. 3, 2, 1, et c'est parti! Je suis prête à tomber dans la Seine. Où chaque étape À table, les Vikings! est différente. C'est les fameux filets qui permettent de collecter les macrodéchets issus du réseau d'assainissement lors d'un événement pluvieux de forte importance. Alors là, c'est vraiment échappé moche. On n'est pas toujours certain en posant le pied qu'on n'a pas une prise qui va partir ou casser. Donc ça ajoute un petit peu de plaisir quand même à la grimpe, cette petite sensation de peur. We did it! Yes! La Seine, un fleuve inspirant. La carte postale. Loïc, très beau. Magnifique abbaye de Jumièges en arrière-plan. Qui relie les hommes J'ai la chance d'avoir un lieu de travail qui est quand même exceptionnel, qui change tous les jours. En fait, c'est jamais de la même lumière, jamais la même condition. et la nature. On voit que depuis les années 2011, on est en effectif croissant d'année en année. Ça montre que l'estuaire de Seine a les conditions d'accueil pour les phoques. Bienvenue au bord de la Seine. Alors, est-ce que tu as bien dormi? Très bien, Isabelle. Et j'étais en train de me dire que quand tu te réveilles dans une cabane, sur une île, et que soudain tu te rappelles que tu es à Andrézy, département Yvelines, région Île-de-France, c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui t'a amené ici, sur cette île? Exactement ce que tu viens de décrire, l'aventure du quotidien. Et le jour où j'ai découvert cet endroit, j'ai pris le bateau et avant même d'avoir posé le pied sur l'île, j'avais eu le coup de foudre. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir chez toi que par bateau. Pas de pont, pas de route. Effectivement, sans bateau, à part la nage, tu ne peux pas arriver chez moi. Et tu viens de dire,
je voulais la vue sur la Seine. Pourquoi ? En fait, la vue sur la Seine est très inspirante. C'est pas pour rien que les impressionnistes se sont installés tout au long de la Seine, parce qu'il y a une lumière qui est très particulière. Et c'est ce qui m'a fait choisir cet endroit. Le contact avec le fleuve, avec le parc naturel protégé dans lequel on est ici, donne effectivement à rebooster son énergie, ses batteries. Et effectivement, ça contribue à cette métamorphose. Je suis en train de réaliser, c'est quand t'as emménagé. T'as emménagé avec une barque, hein ? Oui. Oh, la reine du créneau. Je fais ça plusieurs fois par jour. Voilà, première étape de mon voyage, Conflans-Sainte-Honorine. C'est la capitale de la batellerie. Il y a des dizaines, parfois des centaines de péniches qui viennent s'amarrer. Il y a un port. Le grand essor de ce port, c'est à quelle époque ? On est au 19e siècle. À l'époque, c'est l'essor industriel et on achemine les marchandises par halage. Donc les péniches ne sont pas motorisées, évidemment. Ouais. Et il y a un système de chaînes immergées dans l'eau qui permet de haler les péniches sur les 25 km qui nous séparent de Paris par la Seine. Conflans-Sainte-Honorine bénéficie de sa proximité avec la capitale. Exactement. Et encore aujourd'hui, le transport fluvial, malgré l'essor du transport ferroviaire ou par la route avec les camions, reste encore une activité primordiale sur Conflans. On a la confluence de l'Oise qui dessert tout le nord de l'Europe. Les gros tonnages, comme on peut les voir ici sur les côtés des péniches actuelles, acheminent toujours vers Paris les marchandises des quatre coins du monde. Et il y a toujours des mariniers qui vivent dans leurs bateaux sur les quais de Conflans-Sainte-Honorine. Et il y a même, a-t-on dit, un bateau chapelle. Il y a un bateau chapelle juste là, c'est à 100 mètres. Ok. On y va ? Ouais, avec plaisir. On se croirait vraiment dans une église. Exactement, c'est assez profond. Hein. Bonjour. Bonjour. On peut boire des petits cafés ? Ah, bien sûr. Est-ce que vous nous raconteriez un petit peu l'histoire de ce bateau ? Oui, alors ce bateau est unique. C'est le seul bateau chapelle qui existe et qui officie. Ah, dans toute la France ? Tout à fait. Il est gigantesque. Il fait 72 mètres de long sur 8 mètres de large. Ouais. Donc c'est une église et j'ai vu inscrit sur la façade également un centre d'aide sociale. C'est un lieu d'accueil. Tout à fait. Depuis 80 années qu'il a été transformé en bateau chapelle, ce bateau ne fait que du social. C'est à l'arrivée de Joseph Bélanger en 1935 qu'il a créé en fait l'ESB, l'entraide sociale batelière. Parce qu'à l'époque, le métier de batelier, ça n'était pas reconnu. Et les gens, à l'époque, considéraient les bateliers comme des gens du voyage. Parce qu'ils venaient avec leur famille, vivaient sur les bateaux, déposaient la marchandise et repartaient aussitôt. Donc Bélanger s'est battu pour que le métier de batelier soit reconnu. À l'époque, le métier s'apprenait de père en fils. Oui. Et du coup, la plupart des bateliers et enfants de bateliers ne savaient ni lire ni écrire. D'accord. Et pour les aider encore une fois, Bélanger, ce qu'il a fait, l'internat pour les enfants de bateliers. Pour qu'ils aient une éducation et qu'ils apprennent à lire et à écrire. Si Conflans-Sainte-Honorine est capitale de la batellerie, c'est pas seulement par l'importance de son port et le nombre de bateaux qui est ici, c'est aussi parce que c'est vraiment le lieu de refuge, le lieu de protection. Mais le plus important, c'est qu'ils ont eu une adresse postale. C'est ça aussi qu'ils avaient. À l'époque, ils n'avaient pas d'adresse postale. Incroyable. Ah oui, donc mais là, ce bateau, c'est un lieu d'histoire. Ah bah tout à fait. Pour les bateliers, oui, c'est énorme. Pour la ville de Conflans et pour les bateliers. Ah, incroyable. Oh, ça me colle la chair de poule, ce que vous me racontez là. Je trouve ça super émouvant. Merci beaucoup Isabelle. Et merci Monsieur Xavier. Avec plaisir. Bon, c'est l'heure. Ah bah il y a déjà un peu de monde. Messieurs. Allez-y. Une fois par mois, Théo ouvre les portes du terrain. Un village de brocanteurs improvisé est posé en bord de Seine, à une petite heure de Paris.
Ça va faire quasiment 8 ans que c'est ouvert au public maintenant. Parti tout ça d'un projet fou, hein. Un terrain vierge de 4500 mètres carrés. On s'y sent bien. En quelques années, le terrain et son univers un peu baroque est devenu le repère de brocanteurs amateurs et de professionnels, comme Sébastien, le premier à avoir mis les pieds ici, un peu par hasard. On est passé en canoë avec mon frangin devant. Et en fait, on a vu que le terrain était à vendre. On a commencé à 2 et maintenant on doit être une dizaine. On est des chercheurs de trésors et des sauveteurs de trésors. Donc ça, c'est un truc, ça. Côté visiteur, la motivation est exactement la même. On y vient à pied, à vélo ou encore en bateau par le quai aménagé sur la Seine pour y dénicher des pépites. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y a toujours des surprises, mais toujours des bonnes surprises. Yann et sa petite famille ne manquent jamais ce rendez-vous chaque dernier week-end du mois. Ouais, c'est assez beau. C'est typiquement des choses qu'on a, en tout cas. Ouais. Quand il n'a pas spécialement de coup de cœur, Yann se fait plaisir tout simplement en observant ce théâtre bohème à ciel ouvert. Voilà, ça c'est la partie que j'adore. On se croirait un peu à Disneyland, un truc comme ça, mais évidemment c'est 10 fois plus beau, il n'y a pas le côté plastoc. Quand on regarde bien, il y a des perspectives avec véritablement tout un village qui se présente et puis chacun a sa petite maisonnette dans laquelle il vend. 1 €. Outre le fait que ça soit une brocante, c'est aussi un endroit naturel qui ramène du monde, vu qu'on a toutes les berges qui sont accessibles, où les gens se promènent au bord du terrain et découvrent à un moment donné la plage ou les bords de Seine. Voilà. Moi j'ai trouvé ces couverts, simple et joli. Et puis j'ai trouvé un petit truc assez kitsch. Parce qu'on a un mariage. C'est 2 petits personnages et on va les customiser pour que ça ressemble aux 2 mariés. Voilà, nos 2 trouvailles de la journée. Bon, bah encore des beaux achats. Comme beaucoup de chineurs ce jour-là, la famille repart avec des petits trésors dans les poches. Mais sur les bords de Seine se cachent aussi d'autres merveilles. Comme les affolantes, ces belles maisons bourgeoises que s'offraient les riches parisiens avec le développement du réseau ferré autour de la capitale. Il y a de très jolies constructions par ici, et puis notamment une, le Clos Bondieu, qui a été créé pour l'exposition universelle de 1900, qui a été complètement démontée et qui est arrivée par bateau. À Thomery, Catherine Brault est tombée sous le charme d'une de ces demeures qu'elle a achetée en 2017. Un château chargé d'histoire où vécut l'artiste Rosa Bonheur. Voilà l'atelier de Rosa Bonheur. Alors, il faut imaginer que c'est là qu'elle va passer les 3/4 de son temps, puisqu'elle travaillait énormément. Et tous les animaux qui sont là et qui ne sont pas des trophées de chasse, ce sont les animaux qu'elle avait dans son parc, ce sont ses amis. Et Rosa ne pouvait travailler qu'entourée de ses amis, donc ses animaux, puisqu'il y en avait plus de 200 dans le parc. Ces animaux étaient surtout la principale source d'inspiration de cette grande artiste du 19e siècle. Rosa, c'est la première à peindre les animaux pour montrer vraiment ce qu'ils sont, eux. Ce tableau, c'est les chevaux sauvages fuyant l'incendie. C'est la dernière toile sur laquelle l'artiste va poser son pinceau. Elle a 77 ans quand elle peint cette œuvre. On a l'animal pur au milieu de la nature, toute la puissance de l'animal, toute sa beauté. Depuis la mort de Rosa Bonheur en 1922, quasiment rien n'a changé dans ce château. En l'achetant, Catherine espérait bien y faire de belles découvertes, en particulier dans les greniers, et elle n'a pas été déçue. Et la chance qu'on a eue, c'est que ces greniers étaient très encombrés, que personne n'a eu le courage justement, ou le temps aussi, c'est aussi une question de temps, de regarder, d'observer chaque centimètre carré de la maison. Il y avait une petite boulette de papier qui était au milieu de ce grenier-ci. Et puis un jour où on allait peut-être la jeter à la poubelle en se disant, bon, il faut peut-être qu'on l'élimine, une de mes filles a dit, bon, je vais quand même regarder, il y a peut-être un truc écrit dessus. Et en fait, on a découvert ce profil de cheval. Ce dessin de cheval est un exemple parmi des centaines d'autres œuvres redécouvertes. Bien consciente de la valeur de ce trésor, Catherine et ses filles ont ouvert la maison au public.
Une façon de remettre en lumière l'œuvre et la vie de celle qui fut en son temps la femme artiste française la plus connue dans le monde. Et de perpétuer, avec un regard actuel, les grands combats de Rosa Bonheur, la cause animale et la création au féminin. Des parenthèses qui invitent au voyage hors du temps. Tu me donnes un petit coup de main à livrer? Bah, bien sûr. Ah. Tiens. Merci. Mais franchement, quand tu reprends, Michel, la ferme de tes parents il y a une trentaine d'années, est-ce que tu imagines qu'un jour, tu vas livrer ton cidre au château de la Roche-Guyon, monument classé historique? Prestigieux tout ça. Eh ben oui, je suis très fier. Hein. Figure-toi, ça fait depuis plus de 50 ans que je viens à ce château. Quand j'étais gamin, le château de la Roche-Guyon était un lieu privilégié pour les visites dominicales et familiales. Et aujourd'hui, je reviens pour d'autres finalités, mais toujours avec le même plaisir. Une histoire qui dure dans le temps. Hein. Exactement. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vient livrer la commande passée. Donc voici donc les 6 bouteilles de cidre. Oui. Et là, donc, je vous apporte des nouveaux produits. Donc une soupe courgette et basilic et une soupe de tomates courgettes. D'accord. Ici, on a l'habitude de dire qu'il y a 1000 ans d'histoire, parce que chaque siècle a laissé un petit peu une trace. Il y a eu un premier château dès le 8e, 9e siècle qui était entièrement troglodytique. C'était un ensemble de grottes, ici on appelle ça des boves. Dans ces boves vivait le seigneur La Roche-Guyon. Et effectivement, au 12e siècle, le roi Philippe Auguste, qui était en conflit avec Richard Cœur de Lion, a dû chevaucher dans les coins, a dû voir que c'était un endroit tout à fait stratégique et dont il demande au seigneur de La Roche de construire le donjon. Ok, je vais voir toute cette histoire et tout ce paysage depuis là-haut. Tout à l'heure? À tout à l'heure. C'est mon plaisir. Ça pourrait être ma maison ici. La ferme des Ruelles. Oui. Voilà chez toi. Ah, voilà. C'est une ferme qui raconte, elle aussi, comme le château de la Roche-Guyon, une longue histoire. Hein. Alors, plus courte que le château de la Roche. Un peu moins de 1000 ans. Un peu moins de 1000 ans, quoi. Donc, cette ferme a été effectivement créée en 1650. Ah bah quand même. L'époque de Louis XIV et de Molière. Et ça, c'est ta maison de famille, c'est là que tu es né, toi? Tout à fait. Et donc j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse. Après mes études, je suis parti travailler à l'extérieur et ensuite je suis revenu reprendre l'exploitation quand il partait à la retraite avec une obligation et aussi une volonté de produire d'autres choses et de façon différente. Donc si tu veux, je t'emmène voir. Ben, je veux voir. Bien, allons-y. J'ai l'impression que ça butine de partout, c'est plein d'abeilles, plein de pollinisateurs. On voit des papillons aussi, ça grouille de vie. Ici, je pratique ce qu'on appelle l'agroforesterie, ce sont des arbres dans les champs. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à remettre la nature dans les champs. Donc à remettre les écosystèmes dans les champs. Pour grandir un arbre, besoin de CO2, ça tombe bien, il y en a trop dans l'air. Oui. Ils vont réguler le climat. Ils vont capter l'eau. Je me plais souvent à dire que grâce à ça, il y a un Airbnb tous les 30 mètres dans mes champs.
Donc gratuit, sans taxe de séjour et ouvert toute l'année. Les vers de terre sont devenus mes copains. Aujourd'hui, ils arrivent complètement à remplacer le tracteur et la charrue et le travail du sol. Ouais. Sauf que ça c'est toujours un mais dans toute chose. Et le mais, c'est que les mulots sont ravis parce qu'ils n'ont pas leur tunnel à refaire tous les 3 mois. D'accord. Donc ils ont beaucoup de temps libre. Ouais. Donc ils en profitent pour se reproduire. Et pour se reproduire, ils mangent mon blé. Un équilibre un peu moins content. Là. Un peu moins content pour la biodiversité. Donc j'ai vu les rapaces arriver, je suis sauvé, c'est parfait. D'accord. Que nenni. Et je ne savais plus quoi faire, j'étais un peu désemparé. Et un jour, j'ai vu un héron arriver. Et pour la petite histoire, je pense que le soir, il a dû passer un SMS à 10 de ses copains. Le lendemain, ils sont arrivés et ils m'ont tout géré, ils m'ont géré le dossier. Et maintenant, j'ai toujours des attaques de mulots, mais j'ai les écosystèmes, donc les rapaces, les renards, les hérons qui viennent me gérer. Donc j'en ai, mais pour le moment, j'observe pour l'instant plus de dégâts. C'est pas immédiat, mais ces arbres vont apporter des choses très positives à ma ferme, mais aussi au territoire. Qu'est-ce que c'est cette plante là, Michel? On dirait du roseau. Eh bien, Sabine, ça c'est de l'herbe à éléphant. C'est une plante magique. Ouais. Tu veux venir voir? Oui. Cette plante, c'est mon puits de pétrole. Ouais. Chaque année, elle a la particularité de me rapporter l'équivalent de 6 000 litres de pétrole. Ça par hectare et ça pendant 20 ans. Ah oui. Grâce à elle, je chauffe toute la ferme. Ouais. Je ne mets 0 produit chimique. Et en plus, elle demande très peu de travail. Une fois qu'elle est en place, je ne mets 0 chimie. Ah ouais. Je ne mets rien du tout. Je la regarde pousser, c'est tout. D'accord. J'ai une plante de feignant, ça me va très bien. Elle vient d'où, cette herbe? J'en ai jamais entendu parler, moi. Alors, ça vient de Chine, hein. Et c'est une plante qui est stérile. Pas d'invasion. Pas d'invasion. Pas une plante invasive. Tout à fait. Elle reste, elle a vu, ça fait 11 ans qu'elle est plantée. Elle a pas été chez le voisin. Génial. Je ne suis pas fâché avec mes voisins, c'est impeccable. Extra. Oh, c'est magique. Ça manque un peu d'eau? Ouais, ça manque un peu d'eau, faudrait en rajouter un petit peu. Ça marche. La volaille, c'est bon. Hein. À table. À table, oui, on a faim et on a soif. On a soif. Mais il y a de bonnes choses qui nous attendent à la maison. Vas-y, rentre. Bonjour. Hello. Eh bien, Sabine, je présente Eugénie et Thibaut. Eugénie, ma fille, et Thibaut, son petit copain. Enchanté. Bonjour. Voilà, ils ont comme projet de reprendre la relève de la ferme et d'orienter la ferme sur l'aspect culinaire. Restaurant? Restaurant, tout à fait. Raison pour laquelle vous me mettez à la torture avec ce fumet, c'est ça? C'est ça. Exact. Qui est-ce qui cuisine, là? C'est moi. Ok. Et du coup, là, vous allez porter, enfin surtout toi, Eugénie, bien petit ajout au projet, tu portes une histoire de famille, là. Oui, c'est vrai. Moi, depuis mes 15 ans environ, je sais que je veux reprendre la ferme, mais je ne savais pas trop comment. Et c'est un peu difficile de s'approprier le travail de ses parents. Et du coup, j'ai un peu vaguenodé pendant mes études. Et à un moment, je me suis vraiment posée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui m'anime? Et c'était vraiment la gastronomie. Le restaurant, du coup, pour compléter les activités, la diversification des activités de la ferme. Camille. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Je suis missionnée par Eugénie et Thibaut pour ramener du cidre. Et moi, j'associe œnologue à vin, pas tellement à cidre. En soi, sur le principe, tu as raison, parce que œnologue, ça veut dire celui qui a la connaissance du vin. Ouais. Mais en soi, on est formé à tout ce qui est alcool fermenté et distillé. On a plusieurs variétés de pommes, comme on a plusieurs cépages de raisins. On fait une fermentation alcoolique, on élève notre produit, on le met en bouteille, on fait les mêmes opérations en fait que sur le vin. Et avec toujours mise en valeur des produits de la ferme ou de la région? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. On va pouvoir déguster le cidre de Chardonneret. Chardonneret, c'est le nom d'un petit oiseau. On a un petit passereau multicolore qui est absolument magnifique. Et maintenant, on a la chance, grâce à la biodiversité qu'on a remis dans les champs, on revoit des bandes de 80 à 100 individus. Et ça, c'est absolument génial. Alors moi, je trinque à cette vraiment incroyable entreprise familiale et plus. Donc à la durabilité, à la transmission. À la diversité. Et merci Michel. Eh bien, merci à toi aussi, Sabine, d'être venue. Bonjour et bienvenue à Château-Gaillard. Donc, je m'appelle Alexandre, je vais être guide pendant
l'heure qui va suivre. Et ensemble, on va partir explorer cette forteresse. Impossible de visiter les boucles de Seine sans venir contempler Château-Gaillard. Aujourd'hui en ruine, cette place forte plonge les voyageurs au cœur de l'histoire médiévale de la Normandie. Ce château, il va être le témoin d'un important conflit qui va opposer ces rois anglo-normands, dont Richard Cœur de Lion fait partie. Richard, il est de la famille des Plantagenets. Donc conflit qui fait face aux rois de France, qui à ce moment-là sont de la famille des Capétiens et qui vont être représentés par Philippe Auguste. Le choix des Anglo-Normands de faire construire la forteresse sur cette falaise ne doit rien au hasard. C'est un emplacement tout à fait stratégique à plusieurs titres. Déjà pour la forteresse, pour des raisons de défense naturelle, on va se servir du relief, de l'éperon rocheux et des falaises pour empêcher les armées adverses d'attaquer sur la plupart des côtés de la forteresse. C'est également un endroit très stratégique pour venir contrôler la Seine, puisque nous sommes dans un méandre de la Seine, le cours d'eau est moins fort, pour contrôler les bateaux, c'est l'idéal. Réputé imprenable, Château-Gaillard finira tout de même par tomber en 1204. La Normandie et ce défilé incroyable de falaises sur la Seine reviennent alors au royaume de France. Ces falaises constituent un ensemble de pics rocheux qui s'étalent sur plus de 40 km. C'est un super chemin avec une vue magnifique. Une curiosité du relief qui attire les randonneurs. On surplombe la Seine en contrebas. Alors en plus, on est plein sud. Les coteaux sont plein sud. On est entre Véteuil et La Roche-Guyon. En face, la forêt de Moisson, les Yvelines. Et ouais, là, on est au cœur. On est au cœur là, de l'amphithéâtre. Lorsqu'elle accompagne des groupes sur le GR2, le sentier de grande randonnée qui longe la Seine, Milena ne manque jamais de leur faire découvrir un aspect insolite de ce paysage. Des cavités troglodytiques qui témoignent d'une autre utilisation de ces falaises par les hommes. Voilà, donc là on est à l'intérieur d'un pinacle rocheux. Chaque pinacle rocheux, ça pouvait être un fief. Un fief, autrefois, d'un petit seigneur. Voilà. Qui évidemment domine et le fleuve et les alentours. Ouais, super. Plusieurs de ces grottes dans la région, on appelle ça des boves. Sont aménagées avec des petites cavités qui étaient faites pour abriter des nids de pigeons. Donc on est dans des anciens pigeonniers. Ils sont difficiles à dater. Ça correspond forcément à des fiefs de seigneurs, puisque jusqu'à la Révolution française, les seuls qui sont habilités à avoir un pigeonnier, c'est des propriétaires terriens, et ce sont donc des seigneurs. Mais les randonneurs ne sont pas les seuls à s'intéresser de près à ces parois. D'autres sportifs viennent parfois de loin pour affronter leur verticalité. Allez, on est arrivé. Vraiment. C'est toujours beau en Normandie. Toujours. En tout, 600 voies d'escalade jalonnent ces boucles de Seine. De quoi satisfaire tous les niveaux de grimpeurs. On est à la falaise de la seconde jeunesse. Chez nous, toutes les falaises ont un nom. Donc celle-ci, voilà. C'est un site qui a été rééquipé il y a un peu plus de 2 ans, qui est une voie assez accessible. Toutes ces voies ont été ouvertes par des pionniers de la discipline à partir des années 50, dans l'un des seuls sites naturels de ce type au nord de Paris. Tu veux faire laquelle, la traversée ou Ouais, bah, peu importe. Elles sont assez fréquentées, mais demandent une connaissance technique particulière. Les falaises sont composées de craie, voilà, sédimentées, avec les strates de silex, voilà, bon, on le voit, hein, c'est quand même relativement cassant à certains endroits. Pour grimper, ça reste assez particulier, ouais. Il faut être assez vigilant. Effectivement, on n'est pas toujours certain en posant le pied qu'on n'a pas une prise qui va partir ou casser. Donc ça ajoute un petit peu de plaisir quand même à la grimpe, cette petite sensation de peur. Et ben on grimpe sur des prises qui sont souvent dissimulées en fait, qu'on voit pas forcément au premier abord. Donc c'est là que réside un peu la difficulté de l'escalade. Voilà, c'est des prises, bah, on le voit, il faut aller chercher un petit peu derrière l'appréhension. On doit toujours bien regarder où est-ce qu'on pose notre pied. Pas le poser n'importe où, sinon on va glisser et tomber. Les prises sont quand même pas très grosses, hein.
Et puis voilà, tu vois, il faut un casque. Parce qu'on peut se faire mal. Hop. Mais bon, ça reste quand même une grimpe très plaisante. Puis on a un cadre magnifique. Yes, allez Sabine. Yes. Allez. Sabine. Yes. We did it. Yes. Hein? Ouais. À la crampe. Avec vous. À la vôtre. Sentinelles naturelles, les falaises des boucles de Seine veillent sur le fleuve et partagent une histoire riche avec les hommes depuis des millénaires. Alors, qu'est-ce que ça te fait de revenir sur les lieux de tes exploits? Ça fait plaisir. Il est né comment alors ce projet Odyssée sur la Seine? C'est avec Mathilde, on s'est rencontrés au Havre. On a grandi sur le bord de la Seine, on vivait sur le bord de la Seine et on voulait faire un projet pour la préservation de l'environnement et de l'océan plus précisément. Il y a eu en 2018 très grosses inondations, que ce soit, on a vu les écluses pleines de déchets pendant les crues. Et c'est là qu'on se dit on va descendre la Seine et on va voir de nos propres yeux à quoi ça ressemble et voir si vraiment c'était sale et si oui, à quel point. On avait des plastiques à 4-5 mètres de haut et c'était des guirlandes sur les arbres et c'était très très impressionnant. On a envie que les gens préservent cette Seine. On a vu sa beauté et sa fragilité. Et c'est ça que vous aviez envie de partager aussi. C'est ça qu'on avait envie de partager. Ouais. On a fait des interventions dans les écoles. D'accord, ah oui, grosse mission là, dans les 3 semaines. Oui. En plus de pagayer. Sur la deuxième descente, on a rencontré pas mal de personnes et on n'a pas pu rencontrer Sébastien Vanier de la métropole de Rouen qui a mis en place des filets collecteurs de déchets aux évacuations du réseau d'eau. Allons-y. Mais attends, à Rouen, tu m'as dit? À Rouen. Mais Rouen, ça a combien de temps là? On n'est pas arrivé. 2-3 jours? Ouais. On va peut-être trouver un petit raccourci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Candy. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Sabine. Je te présente Enchanté. Sabine. Enchanté, Sébastien. Donc ça y est, vous vous rencontrez enfin après plusieurs tentatives au cours de tes aventures. C'est ça, ça a un peu manqué l'année dernière, on s'est manqué de peu et là je suis contente qu'on puisse enfin aller voir le filet ensemble. L'objectif qui a été initié, c'est de pouvoir quantifier et caractériser les flux de macrodéchets issus des réseaux d'assainissement qui finissent malheureusement vers le milieu naturel. Ce que je vous propose tout simplement, c'est qu'on puisse aller les voir. Eh ben on y va. C'est parti. Joli à voir et ça sent pas bon du tout. Non, c'est pas terrible. Mais c'est d'un intérêt scientifique. C'est les fameux filets qui permettent de collecter les macrodéchets issus du réseau d'assainissement lors d'un événement pluvieux de forte importance. Ça fait combien de temps que vous l'avez relevé parce que c'est déjà hyper sale? Et on a eu un gros orage il y a quelques jours de ça et donc c'est pour ça que le filet est de nouveau rempli. Tous les déchets qu'on peut retrouver sur l'espace public qui peuvent être tombés volontairement ou involontairement sur le sol finissent dans des bouches d'égout, dans des grilles à valoir et ensuite sont collectés et finissent partiellement sur ce dispositif-là. Ce filet ne sert pas à empêcher les déchets d'aller dans la Seine, enfin si partiellement, c'est plutôt pour analyser et mettre en place les bonnes politiques et les bons outils en amont. Exactement. Donc tu vois,
Ah, d'où l'intérêt des bottes et des gants. C'est un des déchets malheureusement qu'on a le plus dans nos filets. C'est ces fameux lingettes sanitaires, qui est un déchet plastique. Ouais. Bon, et ça se dégrade pas? Les différentes études qui ont été menées sur l'estuaire de la Seine estiment à 100 à 200 tonnes de macro-déchets présents de façon annuelle dans l'estuaire de la Seine. 100 à 200 tonnes qui finissent dans la Manche tous les ans. Voilà ce qui a été relevé il y a quelques semaines. Allons-y. Alors c'est la partie de plaisir. Oh. Donc ça c'est à peine un échantillon de ce qui sort des filets. Là c'est à peu près 20 à 25 kilos de déchets. Il faut savoir que sur notre précédent levage, on était environ à 1,3 tonne de déchets dans cet état-là. On met les mains dedans. Là, on commence à ce qu'on ne pouvait pas voir tout à l'heure, mais qu'on commence à voir. Par exemple, tu vois là. Ah, mégot. Un premier mégot. Voilà encore une belle lingette. Voilà, ça, c'est des déchets qui sont liés à la consommation nomade. Ah, c'est un téléphone. Oh là là. Ah, carrément. Et puis là, au niveau de la pollution avec la batterie et tout, il y a tout ce qu'il faut dedans, là. Alors là, c'est vraiment échappé moche. Alors c'est vraiment pas ragoûtant, là, ce qui se passe. Honnêtement, nous, on est un peu... ça sent pas beau, c'est pas beau. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te passionnes pour la Seine? Moi, je suis né sur l'estuaire de la Seine. C'est vraiment un lieu que j'apprécie. Je fais ça pour le bien, quoi, en fait. J'ai l'impression d'agir pour demain, pour nos enfants. Il faut aussi laisser à son prochain quelque chose de plus propre, le plus propre possible. Et donc, mon objectif à moi, c'est vraiment d'arriver à agir et vraiment à limiter cette pollution-là. Bah merci Sébastien, tu nous redonnes le sourire parce que depuis tout à l'heure qu'on est au bord de ce bac, on fait que grimacer. Et là, ça y est, on a envie de sourire à nouveau. On va respirer 5 secondes, maintenir notre respiration 5 secondes, expirer 5 secondes et souffler 5 secondes. C'est un exercice vraiment pour se détendre, pour se calmer avant de rentrer dans l'eau. Ok? On y va? Ok. Si Arthur Germain met un point d'honneur à préparer ses élèves mentalement, c'est parce qu'il commence un stage un peu particulier. Un cours de nage, en eau libre, dans un des nombreux affluents de la Seine. Toutes nos affaires indispensables, donc tout ce qui est chaussures, les serviettes, les téléphones, tout ça, on les met sur le paddle, comme ça moi je vais pouvoir les tirer en nageant. Ça permet de nager en autonomie et surtout de descendre des rivières. Au programme de ce matin, 4 km de descente, voire 5, si les élèves du jour se débrouillent bien. Allez, c'est parti! Nager dans la Seine alimente les fantasmes depuis longtemps. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration de la qualité de son eau et des initiatives comme ces stages en eau libre, c'est devenu une réalité accessible. Regarde, toi, quand tu respires, ta tête, elle se désaxe comme ça. Ouais. Et du coup, tout ton corps est plus gainé à ce moment-là. Ma spécialité, ça a toujours été la longue distance. Pour moi, nager, c'est comme marcher, quoi. Ça me fatigue pas plus. Et du coup, j'essaie de leur transmettre plutôt les sensations que j'ai, parce que j'aime tellement nager et mon but, c'est que eux aussi aient ce plaisir. Arthur a une histoire personnelle avec le fleuve. Il l'a descendu sur toute sa longueur et en autonomie complète en 2021. Une aventure de 50 jours sur une distance de 784 km qui l'a profondément marqué et qui fait aujourd'hui de lui un véritable expert du fleuve et de cette discipline sportive. Quand on veut nager dans la Seine, c'est possible. On cherche à savoir quel est le niveau de pollution du fleuve pour savoir si on peut nager. Et après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, l'hypothermie, savoir éviter les obstacles, savoir comment faire quand il y a une péniche. Voilà. Et tous ces trucs-là, moi, j'ai envie de l'apprendre aux gens. 1, 2, 3. Je pense que c'est super important qu'il y ait plein de gens qui aillent dans les fleuves, qui nagent et qui s'approprient ces espaces naturels. Pas meilleur méthode quand même. En fait, l'environnement, ça a un rôle assez grand. Enfin, il y a tout un truc un peu instinctif de peur ou du fait d'être dans l'incertitude ou dans l'inconnu.
Ça remet en question un peu les choses qu'on est capable de faire, par exemple, en piscine. Arthur est loin d'être le seul à vouloir reconnecter le fleuve et ses riverains. D'autres ont choisi une approche plus festive. Bienvenue à la première édition de la Madjack Trek Paddle. On va tout de suite faire... À Mantes-la-Jolie, la Madjack, une course en paddle, commence elle aussi par une séance d'échauffement. Ambiance garantie. L'esprit Madjack, c'est faire découvrir des territoires français qui ne sont pas forcément hyper connus, comme aux alentours de la Seine ou dans d'autres régions. Donc en fait, l'aventure, elle est très près de chez nous, elle est ici. Par petits groupes, les participants prennent le départ. 3, 2, 1, et c'est parti! Ça va vite, direction à moteur sur le paddle. Objectif, essayer de tenir debout sur leur paddle pendant 12 km. J'essaye d'avoir confiance. Et même si je suis tremblotante sur l'eau, j'ai prévu le petit glisse. Je suis prête à tomber dans la Seine. On l'aura compris, la performance n'est pas la priorité de ces jeunes citadins. Les 200 participants du jour sont surtout venus découvrir un autre visage de la Seine. Restez bien sur la berge, s'il vous plaît, la berge. Un petit coin du fleuve que connaît par cœur Mathias, le responsable sécurité de l'événement. On a une largeur démentielle, on a l'impression d'être à la forêt, on a l'impression d'être en ville. On est partout à part qu'on est dans le Vexin. Et là c'est plus serein, hein. On sent qu'on n'est pas loin, hein. Il y a encore quelques mètres. Là on vient de quitter le bras principal, hein, le bras navigable qui mène au barrage. Et là, de façon discrète et cachée, on rentre dans le port de Lilon. Donc c'est assez bucolique avec la pluie qui vient d'avoir. Là, on a un petit peu de brume et tout ça, c'est très beau. Dans cette dernière ligne droite, avant l'arrivée, cette enclave sauvage est la plus belle surprise du parcours. Une récompense méritée après 6 heures d'effort sous la pluie, qui n'aura eu raison ni de la motivation, ni de la bonne humeur du groupe. Bonjour les Vikings, je vous présente Sabine qui est venue vous voir aujourd'hui. Bonjour Sabine. C'est assez impressionnant, j'avoue. Oui, Vous êtes là beau, je te hein. présente les enfants de Roland. Ouais, merci Et, pour l'accueil. On va d'ailleurs t'habiller en viking, parce que sinon tu vas pas pouvoir déjeuner avec nous. Ah bah je veux bien alors. Donc Sonia t'a préparé une tenue. Ouais, ok. Et va s'occuper de toi. D'accord, et toi? Je vais aussi m'habiller pendant que tu Oh, t'habilles. ok, On va ok. voir d'ailleurs lequel s'habille le plus vite. Oh, ok. Ça te va? Viens, vite ça, vite. Où est-ce qu'on fait ça? Là. Ça y est, je suis prête, j'ai fini. Ah, ça J'ai c'est gagné. bon. Eh oui, tu vois, j'étais sur les finitions. Ouais, bravo en tout cas. Voilà, Ok, impeccable. voilà. Et t'es armé aussi. Bien sûr, qui fait de moi tout de suite un chef, automatiquement, parce qu'une épée à l'époque viking, c'était le prix d'une maison. Ah, Donc tu vois, le un niveau, bien très précieux. c'est un bien très précieux et très rare. Donc tous ces vêtements-là qui sont reconstitués, Oui. c'est d'après étude. Oui, il y a des recherches historiques Ouais. qui sont faites sur des tombes qui ont été retrouvées en archéologie. Ouais. Et Sonia, notre couturière, et son équipe reproduit les vêtements D'accord. voilà, suivant la typologie de personnage que l'adhérent veut jouer. Donc j'ai le droit de manger maintenant. Non, il manque encore quelque chose. Quoi donc? Bah, il te faut un prénom viking. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc on va t'appeler Lagertha, Lagertha. ouais, qui était une dame qui a emmené les troupes à la guerre. Ah bon? Oui, Ok, c'est une guerrière guerrière. au bouclier, c'est ça. Voilà. Lagertha, d'accord. Et toi, tu t'appelles? Moi, je suis Roland. Bien sûr. Oui, t'es sur mes terres aujourd'hui. Évidemment. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir. Donc Roland, c'est... C'est le premier comte de Rouen qu'on considère comme le fondateur de la Normandie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il a traité avec Charles le Simple, Ouais. le roi de France, Ouais. en échange de sa christianisation, plus de son protectorat par rapport à Paris. Ouais. Le roi de France lui a donné des terres
qui correspondrait aujourd'hui à la Seine-Maritime. Et de là est née la Normandie. Parce qu'après, il a agrandi le territoire. Et du coup, comme j'ai tout compris, j'ai le droit de manger ou pas maintenant? Il va falloir que tu nous aides à préparer. Ah, bien sûr. Tu vas avec moi? Oui. Allez. On était ensemble sur l'aviron. Oui, c'est vrai. On a ramé. On a ramé. Et ramé. Et c'était très dur. Qu'est-ce que vous préparez là alors? Bah là, c'est du chou avec des carottes. Ici, c'est du poulet mariné grillé. Ouais. Et là, c'est une sauce aux épinards. Donc vous, au sein de l'association, quand vous vous réunissez tous les bénévoles, vous menez vos recherches, vous reproduisez, et puis ensuite vous vous produisez en public? C'est ça, ce que tu vois là aujourd'hui, c'est reproduit dans nos foires médiévales qu'on fait. Et on fait découvrir aux gens une nouvelle manière de cuisiner aussi, avec peut-être des repas peut-être plus sains qu'aujourd'hui. Ok. Tu manges à midi? Bah oui, j'ai mérité. C'est vrai? Oui. Bah, je te fais un cadeau. C'est la pie à viande. Les Vikings, ils avaient ça pour manger leur viande, leurs aliments. Pas de fourchette, mais ça. Donc ils mangeaient pas avec les doigts, ils mangeaient proprement. Ils mangeaient proprement. Ils prenaient soin d'eux, puisque je vois que les filles, elles ont un petit peigne sur leur robe. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc on est loin de l'image d'Épinal, du guerrier viking suant. Des gens soignés. Tous les samedis, c'était bain. D'ailleurs, les moines l'ont noté dans leur manuscrit. C'est comme ça que vous le savez? Oui. D'accord, c'est le document d'époque. Oui. Ok. Incroyable. Incroyable. À table les Vikings. Vous avez faim? Oui. Merci, mon cher. Bah, bon appétit. Skål. Skål. Qu'est-ce qui te donne l'idée de créer cette association? Nous, les enfants de Roland, on essaye de faire revivre un peu cet esprit viking. Il y a des belles valeurs vikings qui sont transmissibles dans la société moderne. Et puis, passer des bons moments ensemble. Ah, ça forcément, on est vikings. On va transmettre des valeurs. Donc automatiquement, oui, on essaye aussi de passer des bons moments. Chaque moment est très, très important pour nous parce qu'on est très solidaires, on a un objectif commun. Ouais. Et ça, c'est bien, c'est que chaque énergie individuelle sont là pour un objectif commun. Ok. Sarah, tu te fais tatouer une rune? Oui, c'est la rune d'Odin, puisque je représente dans l'association une Valkyrie. Et dans la mythologie nordique, les Valkyries sont les filles d'Odin, donc j'ai voulu me représenter un symbole qui m'est cher. Donc dans ton état viking, tu es Brunehilde? Brunehilde, oui. D'accord. Ça fait mal? Ça va? Du tout. De toute façon, c'est Brunehilde, chef des Valkyries, donc c'est pas une petite aiguille qui va les frayer. Hein. Non. Ton intérêt, toi, pour toute cette histoire viking, est-ce que c'est pour la Normandie, ton attachement à la Seine? Ça vient d'où? En fait, ça vient de ma généalogie, tout simplement. Ma grand-mère me racontait qu'on descendait des Vikings. Donc, je me suis dit, il est temps que je prenne conscience de qui je suis, de ce que je vaux réellement, en fait, dans le quotidien. Et j'ai découvert l'assaut pour le fameux projet du Drakkar à construire. Donc, et c'est parti de là. Et depuis, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. On va aller le voir, ce Drakkar. Ouais, ouais. Bah, franchement, je vous le recommande. C'est un bijou. Oh! Tu veux essayer la carte? Ouais. Il faut que tu inclines légèrement ton arc. Tu dois bien ramener ton bras droit jusqu'à ta bouche, au coin de ta bouche. Dur. Voilà, incliner ton arc, voilà, pour que pas que la flèche elle s'en aille. Et une fois que tu sens prêt, tu tires. Pas mal, ouais. Hey, au moins j'ai touché la cible. C'est moins bien que toi. C'était un beau combat. C'était un très beau combat, merci. Bravo. Projet bateau. Je te présente Bruno. Bonjour. Bonjour. Ce bateau, on l'a construit pendant le Covid, en effectif réduit. Ouais. Donc Bruno a travaillé tout seul ou en binôme, voire en trinôme, suivant les normes sanitaires du moment. Ah, vous étiez très peu. Vous êtes maître charpentier? Disons que j'ai travaillé dans l'ossature bois. Mais voilà, j'ai quand même une petite habitude du bois, mais pas du tout en charpente de marine. Mais ça flotte. Il va naviguer sur la Seine. Là, pour l'instant, il a fait essentiellement des lacs. Ah, ok. Oui, d'où l'entraînement qu'on a fait. Est-ce que c'est un Drakkar à proprement parler?
Alors on peut le considérer en drakkar parce que c'est un bateau qui est de 1290 et son intérêt c'est que ce bateau-là pouvait être monté sur un drakkar qui était par contre beaucoup plus gros et il pouvait être monté dessus. C'était la navette? C'était un peu l'annexe. Du drakkar principal. Ouais, c'est ça. Bah, Bruno, on va te laisser travailler. Lagarta, je vais te montrer une petite pièce au bout. Si tu veux bien, tu peux voir quand même tout réalisé de A à Z par les adhérents. Et ce gouvernail, pièce assez unique chez les drakkars, parce que c'est les seuls bateaux à avoir un gouvernail de côté. Oui. Ce qui le rend totalement inefficace quand le bateau n'a pas de vitesse. Ah. Ça veut dire qu'il faut prendre de la vitesse pour pouvoir avoir l'agilité des fameux drakkars. Ok. Voilà. Lagarta, je te présente Jean-Marc, qui a construit ce bateau-là. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de construire un petit drakkar? Un petit drakkar pour avoir un bateau libre. Pas de frais de port, on le range dans le garage, très peu d'assurance et surtout, je peux participer aux fêtes fluviales et maritimes. Donc tu l'as fabriqué tout seul? Entièrement tout seul. C'est le plus chouette taxi que j'ai jamais trouvé. C'est hyper écologique. Ah, Jumièges. Allez les Vikings, c'est parti, Jumièges. Allez. Port de Rouen, 6h30 du matin. Bonjour. Bonjour. La journée commence pour les pilotes de Seine qui vont superviser le déplacement du Koszalin, un navire polonais qui vient de remplir ses cales de céréales. Bonjour, capitaine. Je suis votre pilote aujourd'hui. Je prends les commandes. Quel est votre tirant d'eau? 9,90 m. Les pilotes de Seine sont des experts de la navigation sur les 100 km qui séparent le port de Rouen de l'estuaire du fleuve. Là, je suis en train de régler mon équipement électronique de façon à avoir une image correcte de la Seine à la descente. Je me suis entretenu avec le commandant pour vérifier les informations du navire, principalement son tirant d'eau, et puis lui expliquer comment va se passer la descente. Il faut que votre timing et vos ordres que vous donnez soient vraiment précis pour éviter tout incident, et c'est le travail primordial du pilote. Il est là pour ça avant tout, essayer de sécuriser en fait l'opération de pilotage. Pour ce mastodonte de 190 mètres de long, larguer les amarres est une manœuvre forcément délicate. Allez, Rouen. Il faut aller plutôt vite. En fait, c'est surtout avec ce navire-là que je m'inquiète, parce qu'il faut absolument qu'on appareille avant lui. Donc voilà, on va faire ça en toute sécurité et il faut qu'on se dépêche un petit peu. Tout est clair derrière, merci. Et Raphaël fait partie des rares initiés à connaître les subtilités pour lui permettre de sortir du port sans encombre. On peut y aller, capitaine. En avant toutes! C'est parti en avant, merci. Comme le Koszalin, des dizaines de cargos géants empruntent cette route chaque semaine. Une voie marchande qui existe depuis l'Antiquité et a été canalisée après-guerre pour permettre à ces gros navires de circuler. Du haut de leur tour, les pilotes utilisent chaque détail du paysage pour maintenir leur cap. La courbe de La Fontaine, donc La Fontaine, parce que c'est le lieu-dit qui est là, qui s'appelle La Fontaine. Vous aurez un très joli château d'ailleurs en rive droite là. La première courbe un peu serrée de la Seine. Ils profitent aussi de ce point de vue exceptionnel pour contempler les villages, les monuments et la nature qui les entoure. J'ai la chance d'avoir un lieu de travail qui est quand même exceptionnel, qui change tous les jours. C'est jamais la même. Je peux passer deux fois. Enfin, c'est jamais la même lumière, jamais le même courant, jamais les mêmes conditions. La Seine, pour moi, c'est vraiment un tableau emblématique en fait de la Normandie. Une ambiance très particulière, légèrement brumeuse le matin, avec des couleurs qui vont passer du rose au jaune orangé, un soleil éclatant et un bleu qui se reflète sur la rivière. Un peu plus loin, sur la route du bateau, Raphaël doit anticiper un passage difficile. On arrive à Duclerc, qui est le passage le plus étroit de la Seine.
Vous avez une distance de 150 mètres entre les pieux, mais vous avez vu que le bac, il déborde. Et on commence à être vraiment à marée basse, là. Et du coup, il vous reste que plus que 125 mètres entre le bout du plateau du bac et les pieux en face. Sachant qu'on en fait 30 mètres quasiment, bah, faut bien viser. Trois heures après leur départ, à mi-chemin entre Rouen et Le Havre, il est temps de laisser place à la relève et de quitter le navire. La première partie du job est effectuée. Mon collègue va prendre la suite jusqu'à la mer. Et là, je vais retourner à la station et puis voir qu'est-ce qui m'attend derrière. Est-ce que je vais avoir un bateau tout de suite ou pas? Le Cossaline, lui, commence un long voyage vers l'Afrique. Dans quelques semaines, il reviendra chargé de marchandises sur cette route commerciale majeure de Normandie. Salut Loïc. Salut. Et toi? Bien. Je te remercie de nous donner rendez-vous ici à l'abbaye de Jumièges, surnommée la plus belle ruine de France. Et c'est vrai qu'elle est vraiment sublime. On est sur une abbaye qui a été fondée en 654. Détruite par les Vikings au 9e. Ça, je le sais bien parce que je viens de passer un moment avec des fans de l'histoire viking. Reconstruite au 11e siècle. Et puis après la Révolution, elle a servi de carrière de pierre. Pauvrette, elle est désacralisée et du coup, elle devient une carrière de pierre. C'était la façon la plus utile de récupérer des matériaux, en fait. Dans un sens, ouais, voilà. C'est sûr. Elle est impressionnante. Incroyable, ça doit être gigantesque. Espèce de Mont-Saint-Michel, là, en plein milieu de la vallée de Seine. On a encore des peintures. Il faut imaginer une abbaye complètement décorée à l'intérieur. Ah oui, à l'époque, les murs n'étaient pas blancs, ils étaient peints du sol au plafond. Exactement. Quand on la voit comme ça, on comprend qu'elle soit devenue au 19e un haut lieu du romantisme. Victor Hugo est venu ici, George Sand est venu ici. Ah, tu la connais très très bien cette abbaye, tu es lié à elle. Oui, je suis arrivé à Jumièges à l'âge de 15 ans et j'ai un ami qui m'a un peu piqué à l'abbaye, quoi. C'est-à-dire. Et puis ça nous est arrivé aussi de rentrer un peu dans l'abbaye pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Pour le gamin d'ouverture, quoi. On était ados, on va dire. Voilà. Ah ouais, d'accord. Mais ça, faut surtout pas le dire. Non, faut pas le dire. Alors toi, Loïc, tu fais partie de ces gens qui ont choisi un jour de changer de métier. Oui, c'est ça. J'étais cadre commercial dans une entreprise et tous les sujets de développement durable, tout ça m'intéressait. Donc je me suis dit, avec ma petite crise de la quarantaine qui arrivait, là maintenant, il faut y aller. Et tu ouvres une porte sur quoi? Eh bien, une chèvrerie. Une micro-ferme sur moins de 10 hectares avec 35 chèvres, avec quelques vaches, avec un petit peu de canard, un petit peu de cochon. Est-ce que tu accepterais une nouvelle stagiaire? C'est la bienvenue. Là, tu t'installes à la petite auberge, tenue par Lise, qui est mon épouse. Et demain, on se retrouve à 8h pour la traite. Ok, ça marche. Lise? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Sabine. Enchantée. Envoyée par Loïc pour m'installer ici pour la nuit. Oui, tu peux monter, c'est au premier étage. La chambre est ouverte et elle est juste en face de l'abbaye. Ok, merci. Ah oui, d'accord. Elle a dit face à l'abbaye et elle n'a pas menti.
Vas-y, on voit la cavalerie. Mais elles font ça bien, dis donc. Elles se rangent bien gentiment. Elles sont bien disciplinées. Hein. Ouais. Il va falloir bloquer entre le pouce et l'index, mettre en pression, et ensuite avec les autres doigts. Ah ouais, ça a l'air facile, mais j'imagine que ça ne l'est pas. Cocotte, Les chèvres le sentent que tu débutes. Ah oui. Voilà. Toi, Elle marche pas, cette chèvre. C'est ça. Ah oui, ok, mets en pression. Tu vois comment ça fonctionne ? Oui, ça y est, j'ai senti. Oh ! Et ben voilà. J'ai réussi. Là, on a 35 chèvres, ce qu'on appelle le chèvre des fossés. Une chèvre rustique, c'est pas une Formule 1 du lait, vraiment pas. C'est pas une grosse laitière, elle va faire 350 litres de lait par an à peu près. Là où d'autres laitières peuvent faire 900 000 litres. J'ai l'impression que tu es toujours sur la même, sans vouloir t'embêter. J'y arrive pas. Regarde, tu vois, il y a ma maman et... Je regarde comment vous faites, madame. Hein. Voilà. Ah ouais. Et du coup, madame la maman de Loïc, vous êtes fière quand votre fils y passe un bac agricole à 38 ans ? Pour de vrai, peut-être pas. Parce qu'avec les études qu'il avait, mais enfin bon. Alors justement, quand on passe de 2 chèvres à 35 aujourd'hui, et vous vous dites quoi alors ? Vous dites, ah, il a quand même réussi. Oui, voilà. Ouais, ça va mieux ? Ça va mieux. Bon, on travaille ? Oui, ouais. Voilà. Dites, Mamie Huguette, on n'a pas que ça à faire. Non, il n'y a pas que ça. Regardez, Huguette. Hop, regardez. Là, je le fais bien, hein, Mamie Huguette. Tenir le filtre. Là c'est correct. C'est bien. Je pense que tu as des aptitudes à rester une semaine. Ok. Vraiment. Attends la fin de la journée. Et puis on va surtout aller au marché. Quand ? Aujourd'hui, c'est jour de marché. Non, vous pouvez regarder, c'est le même parfum que les bougies, je vais vous montrer. Et celui-là, c'est pour les gourmands, c'est caramel, vanille, papa. Moi, je vais prendre un petit truc comme ça, s'il vous plaît. Je vous emballe ça. Je peux faire travailler ma petite stagiaire que j'ai aujourd'hui ? Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Des petits palets ? Des petits frais ou des moins frais ? Un peu de tout. Ah, un petit peu de tout. Je fais comme ça, patron ? Oui, c'est ça, c'est très bien. Est-ce que vous venez toutes les semaines vous ravitailler en fromage ? Oui, depuis que j'ai été la stagiaire de Loïc il y a une semaine. Et en fait, dans les fromages, j'ai l'impression de retrouver la sensation de la traite alors que je suis simplement chez moi. Mais des stagiaires, il y en a toutes les semaines alors ? C'est une ferme ouverte, il y a vraiment pas mal de monde qui passe ici. Ouais. Ma petite dame, bonjour. Tu veux des petits secs ? Évidemment. Je t'en mets un ? Ça fait 6,90 s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous voulez goûter mes petits bouchons de vache ? Je vais vous faire goûter ça. Je vous en mets une douzaine comme ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Et en fait, moi, je compte un peu comme ça sur les marchés. Ça fait 12 aussi. Là, ce petit marché de Juniège, c'est une réunion de petits producteurs. Le mot petit est très honorable. Oui, on partage la philosophie de faire des produits locaux, de les transformer, de les vendre sur un marché local, de garder un lien avec le consommateur aussi. Ouais. Quand je mets des plantes aromatiques sur les fromages, les petits bouchons, ils viennent de chez Audrey. Quand je mets de l'origan, des choses qui viennent de chez Sarah, c'est pareil. Ok. Moi, quand je me suis installé, je me suis dit, bah tiens, moi je vais vendre mes fromages à Jumièges. Oui. C'était mon objectif dès le début. C'est-à-dire à quelques centaines de mètres de ta ferme. Voilà, c'est ça. Vous voulez quoi ? Je prends un crottin et un cœur des fossés bien fait. Ça s'arrête jamais en fait. Ah non, ça s'arrête jamais. Ah, on a des petits crapets encore dans leur petit spot. Chaque fois qu'il s'approche d'un plan d'eau, Manuel Hanot ne peut s'empêcher d'y chercher un signe de vie. Tu vois les petits brochets de l'année, là, les tout petits bébés qui sont en train de chasser les alevins, là. Puis ils sont super bien camouflés, tu vois, ça prend un petit peu de temps pour réussir à les voir. Donc ça, c'est les plus petits, là. Normalement, dans la plongée, on en voit jusqu'à 1 mètre presque ici. C'est un beau plan d'eau pour ça. Fasciné par la vie sous-marine, ce vidéaste plongeur étudie depuis 2 ans la faune et la flore de la Seine dans d'anciennes carrières transformées en lacs. Ici, ce qui est génial pour la plongée, c'est la clarté. Et on est vraiment à une centaine de mètres de la Seine, là, juste sur le côté. Et donc, en fait, l'eau transvase des lacs à la Seine.
Et donc on retrouve un écosystème qui peut être semblable à certaines parties de la Seine. Ce matin, Manuel a une mission particulière. Un rendez-vous avec une espèce indicatrice de la qualité de l'eau du fleuve. Aujourd'hui, je viens surtout essayer de voir la ponte des écrevisses. On les observe depuis à peu près 2 mois et on essaye de voir l'évolution dans le temps avec les larves qui grandissent de plus en plus jusqu'au moment où ils vont finir par quitter le terrier, on va dire ça comme ça. Entre le ponton et le nid d'écrevisses, Manuel branche sa caméra et fait quelques rencontres qui témoignent de la qualité de l'eau. En 70 ans, le nombre d'espèces de poissons dans la Seine est passé de 5 à 35. Une évolution possible grâce aux études menées par les scientifiques pour qui Manuel travaille. Lorsqu'il arrive au nid, la femelle écrevisse est entourée d'un nuage de bébés. Le retour de cette espèce, très sensible à la pollution, est un bon signe de la santé du fleuve. Super belle plongée. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur un écran un peu plus grand. Donc là on la voit bien, on a la pince, les yeux, puis les 2 grandes antennes. Et t'as les bébés devant, là t'en as une un peu plus grande, on voit les très rouges. Et les plus petites qui sont encore très transparentes, on voit, là tu vois une reproduction d'écrevisses, puis le nombre d'œufs, de voir des bancs de 500 bébés écrevisses. Quand on en parle à côté, là, il n'y a personne qui sait à Rouen qu'on a ça à moins de 20 minutes du centre-ville, quoi. La Seine, je la trouve plus en santé que ce qu'on imagine. Il y a plus de choses insoupçonnées sous l'eau que ce qu'on peut penser. Il y a un travail des agences de l'eau qui est incroyable. Et plus on va assainir, plus ça va permettre à cette biodiversité-là de rester en santé, quoi. De sa source à son estuaire, la Seine agit comme une ligne de vie. Son eau irrigue les champs et nourrit les forêts. Grâce à elle, une multitude d'espèces végétales et animales s'épanouissent dans ces milieux pour le plus grand bonheur des naturalistes amateurs. Ici en forêt, on a la chance d'avoir la huppe facile qui niche. C'est un bel oiseau avec une huppe. Appareil photo en bandoulière, Jamal sillonne les sentiers forestiers pour alimenter un blog sur la nature. Des photos d'espèces migratrices qui utilisent le couloir naturel de la Seine et d'autres plus emblématiques. Il adapte ses itinéraires en fonction des saisons. Les oiseaux, ça va être compliqué parce qu'on est au milieu de l'été, donc la plupart des migrateurs ont fini de nicher ou presque. Ce matin, on va aller faire un tour, on va aller voir des papillons. Les papillons qui animent l'été sur les prairies avec de nombreuses fleurs. De la bruyère en fleurs, ça va être joli. Il faut attendre que la rosée du matin s'évapore pour obtenir les meilleurs clichés des papillons. Le papillon qui est devant nous est un demi-deuil. Les papillons ont besoin de reprendre des forces. Ils ont passé la nuit au frais. Le soleil qui commence à taper vient leur donner suffisamment de souplesse dans les muscles pour pouvoir se déplacer. Donc c'est le bon moment pour les photographier. Ils sont en train de faire la parade. Là, on a une parade de tabac d'Espagne. Le mâle passe devant la femelle, passe derrière, passe devant, passe derrière, et voilà, tourne autour de la femelle tout en avançant, ce qui offre un spectacle magnifique. Toutes ces fleurs, en fait, sur la quelques centaines de mètres carrés qu'on voit devant moi, suffisent à nourrir tous les papillons du coin. Elles permettent vraiment d'établir des corridors verts pour que les papillons se déplacent. Suivi par 2000 abonnés, le blog de Jamal sert aussi à sensibiliser sur la fragilité de ces milieux. Préserver toute cette nature permet en fait à cette biodiversité d'exister ensemble, de contenir des dizaines d'espèces qui vont venir à différents moments animer des prairies comme celle-ci. Plus sauvage qu'on ne l'imagine, la Seine est une artère vivante qui rayonne bien au-delà de ses berges.
était rive droite, on va rive gauche. C'est ça. Chercher à manger pour les animaux. C'est ça. Je comprends pas pourquoi on va chez un brasseur de bière. Un brasseur de bière, c'est ça. On va chercher les drèches pour les animaux. Les drèches, c'est le résidu de fermentation de l'orge. Ah, ok. Je comprends mieux. Voilà. Et là, on remonte vite dans la voiture. Ouais. Salut Loïc, ça va? Bonjour Sabine, Valentin, enchanté. Sabine, enchantée. Ça va bien? Ouais, on t'a ramené les fûts vides. Cool, merci. Tu mets ça et puis on va charger les pleins? Ouais. Ça, c'est les fameuses drèches. C'est ça, c'est les coproduits du malt quand on brasse la bière. Et qu'est-ce que tu en ferais si tu les donnais pas à Loïc? Ce serait un peu compliqué, nous, à valoriser de notre côté. On a un compost juste derrière, donc si on devait les mettre dedans, ça nous ferait une quantité énorme de compost. Donc en fait, vous vous rendez mutuellement service. C'est ça. Tout à fait. Tu les débarrasses, tu nourris les animaux. C'est ça. On nourrit les animaux. En tout cas, sinon, c'est toujours la même philosophie. Tu fonctionnes en circuit super court, Oui. même pour tes animaux. Oui. Et puis je pense qu'on va même récupérer des fûts de bière pour l'auberge. Ah, pour l'auberge. Un ambré. Un ambré et 2 blondes. Ok. Ça va? Ouais, je vous aide. Je l'ai rapproché pour vous. Merci Valentin. Bah avec plaisir Loïc. Merci beaucoup. Au revoir, à une prochaine. Donc là, on a deux truies de Bayeux, donc qui sont adultes, qui sont gestantes. Elles attendent les petits. D'accord. On y va? Allez les filles, on y va. Allez les filles, allez, hop, hop, hop. À table. Voilà. Produit du terroir. Wow, Voilà. c'est bon ça. Voilà. Super. Voilà ce qui s'appelle manger comme un cochon. C'est ça. Ah là, attends, bouge pas. La carte postale. Loïc, très beau. Au premier plan, magnifique abbaye de Jumièges en arrière-plan. Mais c'est extraordinaire. Tu comprends pourquoi c'est une ferme ouverte en fait ici? Parce que ça, je peux pas le garder que pour moi. C'est pas possible. On va aller voir la 3e truie. Ouais. On va s'approcher doucement parce que regarde, il y a des petites surprises. Oh! Ils ont à peine, un peu plus d'une semaine là. Oh. Donc c'est vraiment très récent. Ok. Salut ma belle. Tu me dis stop? Vas-y, tu peux y aller. Des petits à nourrir quand même. Donc tu élèves des chèvres, des vaches, des canards, des cochons. C'est ça. Tout ça sur moins de 10 hectares. Ça veut dire que le but, c'est pas d'avoir une seule production, mais d'avoir des petites productions qui sont complémentaires. D'accord. Et l'objectif de la diversification, c'est que tu ne te retrouves pas prisonnier d'une seule activité. C'est ça. Et tu diversifies tes sources de revenus, en fait. Des sources de revenus. On n'a pas de déchets non plus. On réutilise, comme là, on réutilise les drèches, on réutilise le petit lait. Le but, c'est de faire baisser le coût alimentaire des animaux pour pouvoir justement avoir une bonne recette en fait sans trop de charge en face. Ok, je comprends. Allez filles, on va aller par là, on suit la petite route là. Direction les berges de Seine. Direction la Seine, on va là-bas. Allez. J'ai l'impression d'être poursuivi par un troupeau de chèvres. Tu suis les chèvres? J'étais censée les guider, c'est ça? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Allez. Donc là, tu les emmènes pâturer sur ce chemin de halage en bord de Seine? Oui. Parce que c'est quoi le bénéfice pour elles? Et bien là, en fait, on a des plantes sauvages. Elles peuvent choisir. C'est des cueilleuses, en fait. Elles choisissent ce qu'elles mangent. Donc ce qui est intéressant, c'est de leur offrir de la diversité. De la diversité. Ok. Alors parfois, ça va être de la clématite, ça va être du buldélia, ça va être des orties, des ronces. Moi, j'aime bien venir là l'été, parce qu'en période de sécheresse, c'est toujours vert ici. Faut pas oublier que le but aussi, c'est qu'elles puissent produire du lait et faire du fromage. Ah. Et le goût du fromage, il est aussi dans son terroir. Ok. Et l'autre avantage, c'est qu'elle contribue à l'entretien de ce chemin-là, par exemple. Oui, et puis un entretien plutôt doux. Parce que là, un chemin comme ça, si on veut l'entretenir pour des randonnées... Il faut passer la tondeuse. Il faut passer la tondeuse. On va consommer de l'énergie fossile, alors qu'on peut donner de la nourriture à des chèvres. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant.
Est-ce que tu aurais pu créer ton activité ailleurs que sur les bords de Seine? Mais je crois pas, je suis très attaché au bord de Seine. Je m'en suis rendu compte en allant vivre un peu plus loin. Il me manquait quelque chose et à chaque fois que je revenais, que je prenais ce bac-là, j'arrivais sur cette abbaye. Enfin, on en parlait avec Lise aussi, on se sentait comme si on était chez nous en fait. À un moment donné, on trouve une terre, on y est bien et on y vit, quoi. Et donc c'était important? C'était important. Merci beaucoup Loïc pour cette initiation. Je reviendrai en semaine 2. Avec grand plaisir et je te laisserai emmener le troupeau sur les bords de Seine. Challenge. Au plaisir. Merci Sabine. Plus la Seine creuse son chemin vers la mer, plus la présence des chevaux se fait ressentir. Aucun doute, la Normandie est une terre d'élevage et de concours hippiques. Et ici, pour les entraîneurs comme Charles Cuillet, certains jours sont plus importants que d'autres. Là, mon petit bonhomme. Hop. C'est bien qu'aujourd'hui, c'est les courses. Un jour de course, chaque détail a son importance. Il faut que les chevaux soient bien présentables quand on arrive aux courses. C'est comme plus agréable pour eux d'être un petit peu toilettés, chouchoutés avant de partir. Là, je vais boucher les oreilles du cheval de façon à ce qu'il soit assez calme pendant le transport. À 3 et 4 ans, King du Mahé et Lune du Douai sont encore de jeunes trotteurs. Ils ont beaucoup appris ces dernières semaines et Charles espère qu'ils feront parler d'eux aujourd'hui. Tout est prêt. Direction Clairefontaine, l'un des 2 hippodromes de Deauville, la capitale des paris et du jeu de la région. Aujourd'hui, c'est une réunion consacrée uniquement aux trotteurs. De chaque cheval, comme d'habitude, les spectateurs arrivent bien avant les courses et se renseignent sur les trucs et astuces du joueur amateur. Ça veut dire quoi, des disqualifiés? Et on se réfère à ça pour évaluer la chance de chaque cheval. Ça veut dire qu'il a galopé là. Voilà, il exactement. Il a fait faute, voilà. Ah, alors il faut savoir qu'un trotteur, quand il est au-dessus de 7 foulées au galop, on le disqualifie. Derrière eux, les coureurs entrent en scène et commencent le hit, le tour de chauffe dans leur jargon. La petite mécanique de l'hippodrome se met en place. Et comme une réaction en chaîne, la vue des chevaux sur la piste pousse les spectateurs à tenter leur chance. Alors on va jouer le 3 et le 7, chacun gagnant et placé. Très vite, tout le monde est prêt pour le départ. Gagnant, on gagne s'il arrive premier, et placé, on gagne s'il arrive dans les 3 premiers. On gagne un petit peu moins, mais on a plus de chances de gagner. Oui, c'est parti. Et voilà parti pour la première course. Le premier passage en vous. Les chevaux sont lancés pour 2900 mètres de course effrénée. À l'arrivée, la pouliche de Charles Cuillet parvient à décrocher une belle 3e place. Une récompense après de longs mois d'entraînement. Bonne course, elle s'est montrée sage au départ, elle a pris un bon départ. Et puis on s'est tout de suite mis dans la corde. Et puis elle a bien été courageuse jusqu'au poteau. Dans les tribunes, c'est le nôtre, ça. Les spectateurs veulent aussi y croire. Blanc et vert, ça démarre, c'est parti. Parti pour cette 5e course, le prix de l'étalon Côte-Lande. La favorite est très bien partie, Brevet-Droit. Elle prend tout de suite la tête. François Lagalette qui vient facilement. Attention là, allez-y dans cette allure. Daniel Dijon sur plus pour venir en prendre la tête. 2 par 2. Il n'y a pas de changement. Pour le moment, c'est Yoann Le Bourgeois qui contrôle avec Daniel Dijon. Là, c'est les nôtres, là. Alors que tout le monde se fait emporter par la fièvre du jeu, un homme observe, lui, la course et les performances des chevaux pour une autre raison. Car dans quelques années, ces chevaux pourraient bien rejoindre son écurie, uniquement composée d'anciens champions de trot à la retraite. Dans l'écurie, on a à peu près une vingtaine de chevaux. Ce petit cheval, Diable du Ludois, c'est un cheval qui est sorti de carrière il y a environ 6 mois. Et je l'ai récupéré d'un très bon entraîneur. C'est un cheval qui a pris un peu plus de 200 000 € de gains. Moi, je vais lui permettre d'avoir une nouvelle carrière pour que les gens puissent apprendre à driver des chevaux de course. Ah, mon bon pépère, c'est un amour. Aujourd'hui, 2 clientes ont réservé une sortie dans cette école de trot unique en France. Je vais vous expliquer comment on monte sur le sulky, parce que c'est super important de savoir monter sur sulky. On essaie.
Une expérience immersive dans la peau d'un driver qu'Edouard a rendu possible en transformant les chariots de course traditionnellement monoplaces en chariots biplaces. T'es prête à aller sur la plage? Ouais. Ouais? T'es enjoué? Ouais. Bon, c'est génial. Et c'est au bord de l'eau, sur les plages de l'estuaire de la Seine, qu'il va leur faire découvrir les sensations de vitesse propres à cette discipline. Alors là, tu sens le cheval se tendre. Il se tend sur mes guides. Il est prêt à bondir. Là, j'ai fait monter en puissance. On ne va pas encore trop vite parce qu'on va passer la rivière. Mais le cheval est vraiment tendu. Il est aux ordres. Et dès que je vais relâcher légèrement la pression des guides, hop, aïe. Là, je l'avais mis aux ordres. Et là, le cheval va aller chercher le plus loin possible avec son antérieur. Et il va engager avec ses postérieurs derrière. Allez, on va le reprendre. On a un petit chien qu'on va écraser, sinon... Allez, grand virage, t'es prêt? Allez, grande boucle. Accroche-toi. Vraiment incroyable, c'est assez inattendu. C'est des métiers qu'on voit à la télé et on ne se dit pas qu'on peut le faire. Donc c'est vraiment super cool d'avoir pu faire ça et encore plus sur la plage. À 777 km de sa source, le rythme de la Seine se conjugue avec celui des marais et offre un espace privilégié pour ces amoureux de liberté. Bonjour Mélissande. Bonjour Sabine. T'as trouvé facilement? Eh bah oui, sous ces beaux chênes. Bah écoute, je me suis dit qu'on pourrait facilement se retrouver au pied du plus vieux chêne d'Allouville-Bellefosse. Cet arbre aurait 1200 ans environ. De ce qu'on dit. Et si j'ai voulu te rencontrer, c'est qu'au cours de mon voyage au fil de la Seine, j'approche de l'estuaire. Et j'aimerais beaucoup découvrir une partie de la faune qui vit dans cet estuaire. On a un groupe de phoques qui s'installe sur l'estuaire de Seine depuis quelques années. Et ma spécialité, c'est les mammifères marins. Je travaille au groupe Mammalogique Normand sur tout ce qui est préservation et protection de ces espèces. Et en fait, en l'occurrence, on a une structure en Normandie, à Allouville-Bellefosse, qui est juste derrière, où ils emmènent les jeunes phoques pour les soigner et les relâcher dans leur milieu naturel. Ah, donc là-bas, je peux voir des petits phoques. Exactement. Ok, bah écoute, allons-y. Ils sont bien installés ici, en pleine campagne, au milieu de la nature. Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis Sabine. Enchantée. Enchantée. On est à l'heure pour le nourrissage dont tu m'as parlé. Tout à fait, ouais. On va mettre des bottes. Pourquoi? Pour éviter de se faire mordre par les phoques, tout simplement. C'est une très bonne raison. La blouse, c'est pour qu'ils nous associent à la nourriture. On va casser l'image de l'humain. Ce sera seulement une silhouette blanche. Alors, donc on les gratouille pas entre les deux yeux parce que c'est des animaux sauvages et c'est ça, on ne leur parle pas. Ah, on leur parle pas non plus. On leur parle pas. Tu fais bien de me le dire parce que moi je leur ai fait oh chou pinou pinou pinou. On va leur donner 10 kilos de poisson pour 7 phoques. 7 bébés. Un phoque de cet âge-là, ça mange entre 3 et 4 kilos par jour. Ah quand même. Là, t'as un tout petit qui s'approche. Oui. C'est parce que je lui donne à la main, il n'est pas encore autonome. Donc je vais lui en donner une dizaine comme ça, jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Ces petits-là, qu'est-ce qui fait qu'un jour ils arrivent chez vous? Ou que tu les envoies ici, Mélissande? En fait, pendant la période des naissances, donc entre juin et fin août, on a un afflux touristique sur les plages et notamment dans les colonies où on a des naissances de phoques. Et forcément, les gens se disent « Ah, un bébé phoque, c'est trop mignon, j'ai envie de m'en approcher, j'ai envie de faire un selfie avec ». Et finalement, ils séparent prématurément la maman de son bébé. Et une fois qu'ils sont séparés, le petit n'a pratiquement aucune chance de survie. Donc dans ces cas-là, on les retrouve seuls, amaigris, complètement fatigués. Et on est obligé de les emmener en centre de soins pour, entre guillemets, réparer notre bêtise.
Et à partir de quel poids ou de quel âge vous envisagez de les relâcher en pleine nature? Aux alentours de 30 kilos. Ceux-ci, là, ils pèsent combien? On est aux alentours de 20 kilos. Ah oui, donc ils sont bien trop petits ou pas assez gros pour être relâchés. Ils ont besoin de manger encore beaucoup de harengs pour être relâchés. Ils vont encore passer quelques semaines, voire quelques mois ici. Oui, un bon mois à mon avis. Comme on est en été, c'est la période des naissances pour le phoque marin, donc c'est vraiment la période assez critique pour cette espèce. Est-ce que tu me permettrais de partager une de tes missions dans l'estuaire de la Seine? Avec plaisir. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ta mission, Thomas, au sein de la maison de l'estuaire, c'est quoi? Je coordonne en fait tous les suivis qui vont avoir lieu sur la partie marine ou aquatique de la réserve naturelle, entre autres le suivi des phoques. On a les outils pour pouvoir assurer la quiétude de ces animaux et donc il faut s'assurer qu'ils sont ici tranquilles. D'accord, donc l'objectif c'est de bien les connaître pour bien les protéger. C'est ça. Et tu travailles donc régulièrement avec Mélissande? Oui, en fait on va travailler sur la photo-identification des phoques par exemple. On sort une fois par mois, ce qui nous permet d'avoir une information relativement intéressante à l'échelle de notre site parce que c'est pas un effectif constant à l'année. Ouais. Il y a des pics selon des saisons et on voit que depuis les années 2011, on est en effectif croissant d'année en année. Et c'est bon signe. Ah, c'est bon signe. Ça montre que l'estuaire de Seine a les conditions d'accueil pour les phoques, notamment les reposoirs de pleine mer et de basse mer. Là, on est sur la marée descendante. Là, les reposoirs vont être de plus en plus découverts et les phoques vont vouloir s'y installer après certainement une période de chasse. Là, droit devant nous, tu as des phoques qui sont juste sur le côté gauche. Tu vois des petits points noirs. Là, à l'œil nu, tu les vois, là? Oui. T'en as 4 ou 5 qui sont présents juste là. 3. 3. Ah, Mélissande avec ses jumelles œil de lynx. Ah oui! Bon gros pépère qui se déplace. Voilà. Oui, il est joli celui-là. On va essayer de le prendre aussi en photo. Écoute, là, il est presque en train de te faire un sourire. Hein. Donc grâce à la photo, tu confirmes le comptage. Voilà. Et éventuellement, tu les identifies si tu peux zoomer suffisamment. Voilà, c'est ça. Savoir si c'est un individu qu'on a pu déjà observer et qu'on a pu intégrer dans notre catalogue de phoques identifiés sur la réserve. D'accord. Ce qui voudrait dire qu'ils se sont bien ici, qu'il y reste ou qu'il y revient. Donc c'est que les mesures mises en place pour les protéger, ça fonctionne. C'est ça. Enfin, je vous remercie pour ce cadeau. Je trouve que c'est magique de pouvoir observer des animaux sauvages dans une réserve naturelle, avec en arrière-plan le pont de Normandie, les installations humaines. Ça donne l'idée qu'on peut quand même partager le territoire si on fait un petit peu attention. C'est une question d'équilibre pour pouvoir les préserver. Ça offre une belle fin à mon voyage. Et je me rends compte que depuis le début, à Conflans-Sainte-Honorine, j'ai l'impression qu'il y a un dialogue entre la Seine et les riverains. Ils y trouvent de l'énergie pour changer de vie, pour se lancer dans la permaculture, l'agroforesterie, ouvrir des chèvreries qui deviennent des lieux de convivialité. C'est vrai que quand on regarde ici, on sent l'énergie du fleuve et on sent ce côté très puissant du fleuve. Puissant, et moi j'ai l'impression que cette puissance, effectivement, elle se communique et qu'elle donne de la force, du courage, de l'audace. Merci la Seine. Je peux en embarquer un peu de votre énergie normande. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.